Salut à tous! Souvent dans les systèmes informatiques, on utilise des mots de passe pour prouver l'identité des utilisateurs. Dans cette vidéo, on va voir comment construire ce mécanisme et comment craquer des mots de passe enregistrés sur des systèmes informatiques. Alors il y a plusieurs cas qui utilisent des mots de passe, lorsque vous essayez de vous connecter sur votre ordinateur par exemple, lorsque vous essayez de vous connecter à un compte en ligne ou que vous essayez d'accéder à des fichiers qui sont encryptés. Dans tous ces cas, il faut que le système puisse vérifier que le mot de passe que vous avez entré correspond au mot de passe du système. Alors la manière la plus intuitive de faire, ça serait de stocker le mot de passe sur le système de stockage. Donc votre ordinateur pourrait stocker le mot de passe sur le disque dur et à chaque fois que vous vous loguez, il compare le mot de passe que vous avez entré avec le mot de passe qui est stocké sur le disque dur. De la même manière, pour vous connecter à votre compte Gmail par exemple, la base de données sur le serveur pourrait stocker tous les mots de passe des utilisateurs. Et lorsque vous vous connectez, comparez le mot de passe que vous avez entré avec le mot de passe qui est sur la base de données. Si on fait de cette manière, il y a une faille très grave. Si quelqu'un parvient par miracle à accéder au système de stockage, il peut voler le mot de passe. Si quelqu'un accède à votre disque dur, il peut récupérer le mot de passe qui est stocké sur votre disque dur. Et encore pire, si quelqu'un arrive à accéder à la base de données des mots de passe d'un serveur, il peut récupérer tous les mots de passe de tous les utilisateurs. C'est pour ça qu'on fait souvent appel à un outil de cryptographie, les fonctions cryptographiques de hachage. Ce sont des fonctions un peu particulières qui ont certaines propriétés. La plus importante est qu'il n'existe pas de réciproque. Si je prends la fonction x carré et que je l'applique à 5, on obtient 25. Et si je vous demande, j'ai obtenu 25, quel était le nombre de départ, c'est facile de retrouver 5 en prenant la racine carrée de 25. C'est-à-dire qu'il existe une fonction réciproque, la racine carrée, qui permet de revenir en arrière. Une caractéristique des fonctions de hachage, c'est qu'on ne peut pas revenir en arrière parce qu'il n'existe pas de réciproque. Ces fonctions peuvent prendre en entrée n'importe quelle chaîne de caractères de n'importe quelle longueur, et elles produisent ce qu'on appelle un hash ou une empreinte qui est d'une taille constante. Si je prends un mot, je peux facilement le donner à un ordinateur qui peut calculer le hash de ce mot. Mais si je lui donne le hash en entrée, il n'existe pas de fonction qui permette à l'ordinateur de revenir en arrière pour retrouver la chaîne de caractères originale. On peut appliquer ça au problème du stockage de mots de passe. Au lieu de stocker directement le mot de passe sur le disque dur, votre ordinateur peut stocker le hash du mot de passe sur votre disque dur. À chaque fois que vous vous loguez, l'ordinateur calcule le hash du mot de passe que vous avez entré et le compare avec le hash stocké sur le disque dur. Si quelqu'un récupère votre disque dur, il ne verra que le hash et pas votre mot de passe. De la même manière, côté serveur, la base de données stocke les hashes des mots de passe des utilisateurs. Lorsque vous vous connectez, le serveur calcule le hash du mot de passe que vous avez entré et le compare avec le hash qui est dans la base de données. Si quelqu'un parvient à accéder à la base de données, il voit que les hashes des utilisateurs et non pas leur mot de passe. Il existe différentes fonctions de hachage qui ont différentes propriétés, sont construites de manière différente. Dans cette vidéo, on va utiliser la fonction SHA-256. Vous n'avez pas besoin de savoir comment elle est construite, comment ça fonctionne. Si vous voulez en savoir plus sur les fonctions cryptographiques de hachage, je vous ai fait une vidéo complément, mais c'est pas du tout nécessaire de la voir pour comprendre le reste de cette vidéo. Ce principe il fonctionne bien si on admet que les mots de passe sont des longues chaînes de caractères complètement arbitraires. Mais malheureusement c'est pas le cas, les gens utilisent souvent des mots de passe courts et liés à des mots, donc pas des chaînes arbitraires. Et c'est ces failles qu'on peut exploiter lorsqu'on parle de craquer des mots de passe. Craquer un mot de passe, ça veut donc dire pouvoir récupérer le mot de passe à partir du hash. Donc il faut déjà avoir le hash pour commencer. Et ça déjà c'est pas trivial. Ça veut dire qu'il faut pouvoir accéder à un disque dur en mode administrateur ou qu'il faut pouvoir hacker une base de données en ligne. Il y a des techniques pour le faire, mais on en parlera plus tard. Dans cette vidéo, on part du principe qu'on a déjà le hash à notre disposition. On va maintenant voir 4 différentes techniques de craquage de mots de passe. Je vous ai créé un petit programme qui implémente ces différentes techniques. Vous avez le code dans la description de la vidéo. Je ne vais pas vraiment commenter le code parce qu'il faut que ça reste accessible même si vous n'avez aucune connaissance en programmation. Ce programme, c'est ce qu'on appelle une proof of concept, c'est-à-dire que c'est juste pour vous montrer que ça marche. Le code est minimaliste et pas du tout optimisé. J'ai choisi Python comme langage de programmation parce que c'est un des langages les plus lisibles si vous avez peu de connaissances en programmation, mais on peut faire bien mieux que Python au niveau performance. La première technique de craquage qu'on va utiliser, c'est l'attaque de la force brute. Le principe est simple, on essaye toutes les possibilités de mots de passe. Pour chaque possibilité, on calcule le hash du mot de passe et on compare avec le hash qu'on veut craquer. Si c'est le même hash, on a trouvé le mot de passe. Bien sûr, ça fonctionne seulement si on restreint le nombre de possibilités. On peut par exemple faire l'hypothèse que le mot de passe a une longueur de 5 caractères et que chacun de ces 5 caractères est une lettre minuscule de l'alphabet. Donc on a 26 possibilités pour chaque caractère et vu qu'on a 5 caractères, ça nous fait 26 puissance 5 mots de passe différents à tester. On commence par le mot de passe constitué par 5 fois la lettre A,
puis 4 fois la lettre A et un B, 4 fois la lettre A et un C, etc. jusqu'à le mot de passe constitué par 5 Z d'affilée. Mais si le mot de passe a une longueur de 4 caractères, notre technique ne va pas marcher. Donc on pourrait faire l'hypothèse que le mot de passe a au maximum 5 caractères, et on répète ce processus pour chaque longueur de mot de passe. Donc cette fois, on a beaucoup plus de possibilités à tester. On a 26 plus 26 puissance 2, plus 26 puissance 3, plus 26 puissance 4, plus 26 puissance 5 mots de passe à tester. Mais si le mot de passe contient des majuscules, notre technique ne va pas marcher. Donc au lieu de considérer 26 caractères différents pour chaque caractère, on va en considérer 52. Et si on inclut aussi les chiffres, on aura 62 caractères à tester pour chaque caractère possible du mot de passe. Donc ça augmente énormément le nombre de possibilités à tester. Donc pour utiliser notre programme, on spécifie la commande avec python passwordcracker.py et ensuite on spécifie quel est le hash qu'on veut craquer. Ensuite on spécifie quelle est la méthode qu'on veut utiliser et on peut lancer le programme. Vous voyez qu'ici on craque le mot de passe BH9 extrêmement rapidement vu que c'est un mot de passe très court. J'essaie maintenant de craquer un autre hash, toujours avec la méthode brute force. Et cette fois, par contre, le mot de passe est un peu plus compliqué, donc vous voyez qu'il va falloir essayer bien plus de possibilités, donc on va attendre simplement que le programme se termine. Après plus de 174 millions de possibilités essayées en 305 secondes, le programme a finalement réussi à craquer le mot de passe KZA4F. Donc vous voyez que plus le mot de passe est long et plus il inclut des caractères différents, plus ce sera difficile de le craquer avec une attaque brute force. C'est pour ça que souvent des sites web vous obligent à avoir un mot de passe qui contient au moins 8 caractères avec au moins une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre et un symbole autre tel que pourcentage ou point d'exclamation. L'attaque de la force brute exploitait le fait que les gens utilisent souvent des mots de passe courts. Il est possible d'exploiter une autre faille, le fait que les gens utilisent souvent des mots du dictionnaire comme mot de passe. C'est ce qu'on appelle l'attaque par dictionnaire. Le principe est simple. Si j'ai une longue liste de mots, je peux calculer le hash de chaque mot et le comparer avec le hash qu'on veut craquer. Si c'est les mêmes, on a trouvé le mot de passe qui est donc un des mots de la liste. Et plus la liste est grande, plus il y aura de chances que le mot de passe soit inclus dans la liste de mots. Mais en même temps, plus ça va prendre de temps pour parcourir la liste de tous les mots. Il existe des listes spécialement conçues pour craquer des mots de passe que vous pouvez facilement trouver sur internet. On va maintenant craquer un autre hash qui est cette fois un mot du dictionnaire en utilisant le mot-clé dict et en spécifiant en argument un fichier texte qui contient la liste des mots du dictionnaire. Et on peut craquer le mot de passe hello en même pas une seconde. Alors pour contrer l'attaque par dictionnaire, pas mal de gens se disent oui mais j'ai juste à changer un petit peu le mot, comme ça il ne sera pas reconnu comme un mot dictionnaire. Par exemple, si le mot est soleil, on remplace le O par un 0 et ça devient S0LEIL, ce qui n'est pas un mot reconnu du dictionnaire. Alors c'est vrai que c'est déjà mieux qu'utiliser un simple mot du dictionnaire, mais c'est pas suffisant, comme on va le voir avec notre troisième attaque, l'attaque par dictionnaire avec remplacement. Alors elle fonctionne de la manière suivante, on définit une liste de remplacements souvent rencontrés, par exemple le E est souvent remplacé par un 3, le I par un 1 et le O par un 0. Ensuite, on reprend la liste des mots du dictionnaire et cette fois, au lieu de calculer le hash de chaque mot de la liste, on calcule toutes les transformations possibles du mot selon nos remplacements et pour chacune des transformations possibles, on calcule le hash. Alors dans le code qui est fourni, j'ai fait une simplification. Si un mot contient plusieurs fois la lettre O, on testera la transformation où tous les O sont remplacés par des zéros. Par contre, si un mot contient à la fois des I et des O, par exemple maison, on aura 4 transformations à tester. Tout d'abord, maison sans aucune transformation. Ensuite, quand le I est transformé par un 1. Ensuite, quand le O est remplacé par un 0. Et ensuite, quand on applique les deux transformations en même temps. Donc on a bien plus de possibilités à tester selon les nombres de transformations possibles pour chaque mot, mais ça prendra plus de temps à tester toutes les possibilités. On essaye maintenant de craquer un hash qui est un mot du dictionnaire avec certains remplacements. Donc on utilise la méthode dict-repl. On spécifie toujours le fichier texte pour les mots du dictionnaire. Et on spécifie une liste de remplacements qu'on veut essayer. Donc ici le I transformé en 1, le O transformé en 0 et le E transformé en 3. Vous voyez que le programme réussit à craquer le mot de passe en moins d'une seconde, mais quand même en 5 fois plus de temps que le mot de passe hello sans remplacement qu'on avait vu avant. Alors certains se disent peut-être, oui mais moi j'utilise des mots qui sont dans aucun dictionnaire, j'utilise mon nom de famille, mon adresse postale, ma date de naissance, etc. Et donc même avec une attaque par dictionnaire avec remplacement, on ne peut pas craquer mon mot de passe. Alors c'est vrai que dans certains cas c'est plus sécurisé, par exemple si un hacker veut hacker la base de données des hashes de tous les utilisateurs, il va essayer de craquer le plus de mots de passe possible, et il ne connaît pas les utilisateurs, donc quelqu'un qui aurait utilisé son nom de famille, le mot de passe sera difficilement craquable avec une simple attaque par dictionnaire. Mais il peut arriver que ce soit ce qu'on appelle une attaque ciblée.
le hacker veut craquer votre mot de passe en particulier et pas celui de quelqu'un d'autre, pour une raison quelconque. Peut-être que dans votre travail, vous avez accès à des données confidentielles, vous travaillez pour un gouvernement, un parti politique ou une grosse entreprise, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous connaît de près ou de loin et qui veut à tout prix infiltrer votre vie privée en hackant votre compte email par exemple. Dans tous ces cas, on peut donc faire une attaque ciblée. On prend une liste de mots qui sont liés à vous personnellement et ensuite on calcule toutes les combinaisons possibles de ces mots et pour chaque possibilité, on calcule le hash et on compare avec le hash qu'on veut craquer. Alors comment obtenir cette liste de mots qui sont liés personnellement à vous? Eh bien pour cela, on entre dans le domaine du social engineering, comme on dit. Donc le hacker peut simplement avoir votre nom et essayer d'espionner votre compte Facebook, vous espionner physiquement dans la rue ou essayer de vous soutirer des informations avec une ruse quelconque. Donc admettons qu'on ait récupéré le hash d'un certain John Smith, il a 45 ans, il habite à New York et est marié à une certaine Alice. Pour craquer son mot de passe, on a utilisé une attaque ciblée, d'où le mot-clé targeted, avec une liste de mots qui lui est spécifique. Donc j'ai mis son prénom, son nom de famille, New York, NYC, vu que c'est souvent une abréviation pour New York. Il a 45 ans, j'ai mis son année de naissance, vu qu'on est en 2018, c'est 1973. Et le prénom de sa femme est aussi un mot-clé possible. Et vous voyez qu'avec ces mots, on craque extrêmement facilement le mot de passe NYC 1973 John. Il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut faire à ce petit programme, mais souvenez-vous de ce compromis, plus on essaye des possibilités imaginatives de mots de passe, plus on aura de chances de craquer de nouveaux mots de passe, mais aussi plus ça va prendre de temps pour essayer de craquer des mots de passe. Et bien sûr, ça va dépendre des ressources hardware que vous utilisez. Ici, j'ai un simple ThinkPad, mais si j'avais un data center, on pourrait craquer des mots de passe bien plus rapidement. Il y a des techniques plus avancées pour sécuriser et craquer des mots de passe, mais on en parlera dans une vidéo complément. Cette vidéo, elle est un petit peu à part, mais pour faire le lien avec les autres, la dernière fois, on avait dit qu'on allait commencer à parler d'authenticité. Les mots de passe, c'est une technique d'authenticité, où pour prouver l'identité d'une personne, on utilise quelque chose que la personne connaît, le mot de passe, et que personne d'autre n'est censé connaître. Mais dans le cas des communications réseau, on ne peut pas simplement utiliser les mots de passe. Si un client veut se connecter à un serveur, s'il envoie simplement le mot de passe, un hacker peut se positionner au milieu, se faire passer pour le serveur et obtenir le mot de passe. On a donc besoin d'autres techniques d'authentification. Dans la prochaine vidéo, on va revenir sur les clés privées et publiques qu'on avait vues la dernière fois. Et on va voir qu'on peut s'en servir non pas seulement pour la confidentialité, mais aussi pour l'authenticité. À bientôt!